Mon mari était celui de ses frères que l'empereur aimait le mieux. Il l'avait élevé et regardé comme son fils. Seulement, peut-être l'avait-il traité avec trop de sévérité, comme par exemple de l'enfermer quelquefois pour lui faire ses devoirs de mathématiques. Ensuite, nous trouvons sur sa table qui était vert et un volume de Rousseau. Il jetait les tout par la fenêtre et les mettait aux arêtes pour plusieurs jours. Je lui ai souvent entendu reprocher à mon mari que les ouvrages de Rousseau lui avaient gâté l'esprit, qu'il s'était trop nourri de cet illustre écrivain dont les plus menteurs, suivant moi, furent d'exiger plus de vertu dans les autres que dans lui-même. Je ne puis en juger, mais mon mari joignait à cette sensibilité, à ce besoin d'aimer ses semblables, de leur faire du bien, d'aider affreuses et qui voulaient tout les tromper et lui nuire. Je me souviens que l'empereur dit un jour en parlant du roi, Louis s'écriait au monde à lui. Il ne comprend pas même le lien du mariage. Il a pris trop à la lettre ce précepte que le mari et la femme ne font qu'un. Aussi est-il tout étonné lorsqu'il est malade que sa femme se porte bien, qu'elle aime la danse lorsqu'elle ne l'aime pas et qu'elle aille chaud lorsqu'il a froid. L'idée m'a paru si juste que je ne peux m'empêcher de sourire. Ces peu de mots les renfermaient tout entiers. Les contrariétés que me donnaient les démarches de mon mari, les souvenirs des anciens tourments et la crainte d'en ressentir de nouveau me causeront une maladie aiguë à laquelle je pensais succomber. Lorsque je fus rétabli et que je n'ai pensé qu'à m'éloigner, il voulut avoir un entretien avec moi. Pour la première fois de ma vie, je résistais à ces instances. Il ne voulait pas me laisser retourner en Allemagne et j'eus même la crainte qu'il ne me levât mon seconde vie. Ça peut me forcer à rester. Je lui promis de le ramener souvent et de conserver au père de mes enfants les sentiments que je lui devais, ajoutant qu'après tant de souffrances, les moyens de les oublier étaient de vivre séparés. D'ailleurs, il avait déclaré si formellement à moi était contraint de m'épouser qu'il s'était mis dans l'impossibilité de peut-être ensuite me retenir. J'ai appris depuis qu'il n'avait jamais cessé de susciter l'accusation de notre mariage, mais le conseil des cardinaux assemblés à cet effet avait décidé qu'il n'y avait pas lieu. Puis moi, je retournais à Augsburg. Et ce fut là, enfin, que j'ai trouvé le repos. Rien ne venait plus troubler mes occupations. Je me livrais tout entière à la lecture. J'ai continué mes études dans les arts d'agrément. Je n'avais aucune idée de la politique et j'en étais honteuse avec la réputation qu'on me faisait. Je cherchais à m'instruire et principalement à acquérir une idée juste des choses. Je crois que sur une seule étrangère, je n'avais été plus entière dans ma patrie. Je recevais tout ce qui paraissait, livres, journaux, brochures, un sentiment noble dans quelque partie qui se montra, me faisait battre le cœur. Un sentiment contraire le révoltait. J'étais humiliée de voir un de mes compatriotes montrer ou de la lâcheté ou de la faiblesse. J'aurais voulu que les hommes qui composent une grande nation fussent tout grands aussi. Et lorsque je les trouvais livrés à des idées étroites et à des intérêts mesquins, je m'affligeais par esprit national comme si j'étais coupable avec eux. Ce qui me touchait vivement au cœur, c'était d'entendre tous les partis attaquer également l'empereur Napoléon. Aucun n'avait la dignité de se taire. Tous cédaient à la passion du moment. Les rois, même jaloux d'un roi plus grand qu'eux,
Après s'être ligués pour le battre, travailleront à la mêlure. Ils ne songeront pas qui c'est sur eux qui retomberait tôt ou tard ce mépris qu'ils prétendent ayant espéré pour un autre souverain plus grand qu'eux. En effet, on avait à la royauté ce respect des peuples qu'un homme supérieur venait de lui assurer. N'était-ce pas nier plus longtemps le faible prestige dont est à peine environnée encore la puissance des souverains vulgaires? D'un autre côté, la liberté transportait la nation du mouvement si passionné qu'elle ne tenait plus compte de sa gloire à celui qui en était l'auteur et qui ses défenseurs croyaient possible d'obtenir avec une dynastie fondée sur des droits anciens. Cette liberté qui les soins de sa propre conservation semblait lui faire un devoir de combattre, qui la nation forcée par les armes étrangères au déplagré a été jusqu'à rompre les liens qui unissaient l'empereur. Elle en avait les droits, mais au moins après avoir ce compte. Et le génie, je m'honorais de chercher à le flétrir. Il est vrai qu'ici peu de personnes le comprennent et s'élevant à sa hauteur peu les bien juger. Moi-même placé si près de lui et mieux que personne en situation de l'étudier, je n'avais pu mesurer toute sa hauteur au milieu de cet éclat si vif, et je ne prenais maintenant à bien le connaître par l'absurdité de cet détracteur et par la médiocrité de tout ce qui lui succédait. De bonne foi, quel autre but lui supposait que c'est lui de fonder un grand empire et des institutions nouvelles, utiles et indissolubles, sans goutte, sans habitude dominante, sans aucune de ces passions qui enlèvent l'homme à la domination de lui-même. Toute sa vie se reportait au grand but qui s'était proposé. Ces jours et ces nuits si consumément, les haines et les jalousies n'ont-elles pas seules entravé l'accomplissement de ces grandes œuvres? Il n'est donc pas permis, peu l'apprécier, de le considérer hors des circonstances qui l'environnaient. On lui a prodigué le nom de despote, mais quelle a donc été la punition dont il a frappé ceux-mêmes qui ensuite se sont vantés de l'avoir trahi et dont il n'ignorait pas les manœuvres? Il s'est contenté de les exiler quelques mois dans le château. Depuis, les rois n'ont-ils donc frappé que si légèrement? Avec le temps, on finira par rendre plus de justice à l'empereur, non seulement à son caractère, mais à ses œuvres.